Eh ben salut, où on est où? Ouais. Regarde où on est. Qu'est-ce qui est marqué? C'est Ah oui, écrit. le Tarpembien. Le Tarpembien. Ouais, et le Tarpembien, il te dit, c'est Tarpembien. C'est super. Ouais, voilà, Ouais. c'est bien. Il s'appelle Blue, voilà. Il s'appelle Tatou. Voilà. Et vous allez écouter notre interview sur le Tarpembien. Ouais. Et nous, c'est Moussuté les Jouvin, tu vois. Mais Moussuté les Jouvin, comme c'est Tarpembien, c'est Ouais. normal qu'on soit sur le Putain, Tarpembien. j'aurais pu dire Tarpembien pour l'expression, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tatou et Blue, bonjour et merci d'être au Tarpembien aujourd'hui. On vous reçoit en tant que Moussuté et les Jouvin. Est-ce que je le prononce bien déjà? Il est bien, hein, même. Ouais. Tu es peut-être un des seuls qui arrive à le prononcer. Ah, Oui. J'ai fait des progrès depuis qu'on a fait ce live avec Blue dimanche dernier. Quasiment habitué. Ah oui, c'est ça, c'est résident presque Blue maintenant. Donc vous sortez ce disque qui s'appelle Opérette Volume 2, qui est donc la suite de Opérette. Oui. Finalement. C'est même pas volumain, on a vu. Oui. On n'était pas sûr d'en faire une deuxième, alors on n'a pas mis volumain, mais maintenant on va pouvoir le mettre volumain. Ouais, Il y a c'est le vrai. volume 2. C'est vrai. Oui, la suite. La suite. Pourquoi la suite? Parce que déjà on s'est aperçu que le volumain, enfin, quand on le jouait sur scène, il se passait en fait ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire que ces chansons redevenaient actuelles et boulégantes Ouais. pour les gens de toute génération pour lesquels on les jouait. Et puis le répertoire est extrêmement large, donc on avait de quoi en faire une deuxième. Donc le voilà. C'est le répertoire, on va dire, de l'opérette marseillaise des années 30 à peu près. Oui, alors pas que de l'opérette, parce que l'opérette marseillaise, c'est un genre très particulier. Donc on va dire la chanson marseillaise des années 30, puisqu'il y a beaucoup de titres qui sont tirés d'opérette, mais il y a aussi des titres qui sont des chansons qui ont vécu leur vie de façon autonome, sans avoir... pour les gens qui ne savent pas, l'opérette, c'est une série de chansons, plus un livret, c'est-à-dire plus un scénario, une histoire. Donc le côté histoire ne nous intéresse pas tellement. Finalement, on prélève dedans les chansons et on les mélange aussi avec des chansons qui ne sont pas tirées de revues, on va dire. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai, je pense à ça, l'opérette, finalement, c'est un genre très marseillais, même moderne. Il y a Robert Rossi qui a fait notamment des opérettes marseillaises récentes. Oui, bien sûr. Après, c'est un genre marseillais... Bon, pour être très précis, l'opérette marseillaise vient de la revue marseillaise, mais c'est quelque chose qui a été fait complètement pour Paris, en fait. C'est-à-dire que toutes ces opérettes, les opérettes de Scotto, Sarville, qui sont les plus connues, ont toutes été créées à Paris, montées à Paris. Donc c'est un peu des trucs qui sont faits pour l'extérieur, on va dire. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que ces trucs faits pour l'extérieur et qui sont en plus musicalement très cosmopolites, très métissés, les Marseillais les considèrent comme étant vraiment de leur patrimoine. Oui. Donc, il y a quelque part un truc un peu pédagogique de montrer que la pureté, en fait, c'est une connerie et que même des choses qui sont des produits de métissage et faits pour le monde extérieur peuvent devenir des choses de chez nous, en fait. Comprendre notre panier culturel. Ces chansons marseillaises des années 30, c'était déjà un métissage de musique un peu traditionnelle et de musique américaine, notamment. C'est-à-dire l'époque correspond à l'arrivée du jazz en Europe, on va dire. Donc, effectivement, nous on s'est intéressé à l'opérette, bizarrement, à cause de Claude McKay, un Jamaïcain qui a écrit un livre qui s'appelle Banjo, qui se passe là, d'ailleurs, au panier, on va dire à la fin des années 20, et qui raconte l'histoire des musiciens américains qui amènent avec lui le jazz. Et donc, c'est un peu grâce à ce bouquin, qu'on s'est intéressé à l'opérette et qu'on s'est surtout intéressé au côté musique noire qu'il y a dans l'opérette, c'est-à-dire au côté de l'influence justement de ces musiques sur l'opérette. C'est-à-dire que tous les morceaux qu'on a proposés, et pour le premier album et pour le deuxième album, ont été choisis dans ce sens-là, parce que sinon le répertoire était trop large. Donc on a trié déjà par rapport à cette influence du jazz dans les musiques. Les thèmes des chansons et finalement... La revendication, passer des messages, ça reste toujours très important pour vous. C'est quand même... Oui, ça fait partie quand même de notre intérêt de faire de la musique. C'est avant tout de faire passer pas spécialement des messages, mais en tout cas d'essayer de donner aux gens une réflexion sur ce qu'ils pensent au quotidien. C'est-à-dire qu'on essaie d'accompagner les gens. Donc quand tu racontes quelque chose quand même qui les touche, c'est plus sympa. Après, c'est vrai que dans l'opérette, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de modernité dans certaines chansons. Alors, il y a beaucoup de chansons d'amour qui sont forcément donc modernes, puisque ça existe toujours. Mais même politiquement, il y a des choses qui s'écrivaient dans les années 30 qui aujourd'hui sont encore d'actualité
Et on s'est rendu compte que, et on en était presque jaloux, il y a des chansons qu'on aurait aimé écrire nous, quoi. Et donc ça nous va très bien. La semaine de 40 heures, c'était pas tant. On peut quitter sa demeure 3 jours durant, s'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur, à la mer, à la montagne, jusqu'à la côte d'Azur. On se donne tellement de peine dans le boulot que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop. C'est aussi un des critères de choix. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé du critère de choix musical, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette influence du jazz, on va dire, de la musique noire, même en général, même parce qu'il y a aussi un peu d'influence caraïbe des fois. Mais il y a aussi le fait que, dans le cahier des charges, les chansons doivent être comme si c'était les nôtres, en fait, quelque part. C'est-à-dire, donc, on se précipite aussi sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous paraît proche de nous, ce qui nous paraît, on va dire, digérable et dont on peut faire notre propre sauce. Après, sur le côté des thèmes et tout ça, évidemment, ces gens qui écrivent, qui chantent à l'époque, il n'y a pas ce concept de chanteur engagé, comme on dirait maintenant. Ils ne sont pas là-dedans, ils sont dans le métier, dans le show business. Mais comme finalement le style veut que tu écrives sur ce qui se passe autour de toi, c'est-à-dire que ces opérettes, ces chansons sont souvent une galerie de portraits, de portraits du petit peuple marseillais finalement. Et ces trucs-là restent complètement actuels. Hein. On chante Angèle, qui est la serveuse un peu mignonne. J'en connais 3 ou 4 des Angèles qui sont exactement pareils. Angèle qui est même un morceau prémonitoire puisque c'est un peu la première chanson sur le Balance ton port, quoi, quelque part de l'époque. Angèle, chaque jour nous sort une blague nouvelle. L'autre jour un ami lui commande des pieds paquets. Lui comme un frottat douce sans pudeur, il lui file les yeux d'eau. Angèle, agacée par ses œillades trop mortelles, s'écrie à ses proportions, demande où est le vieux port. Je répondrai vieil hibou que le vieux port, et lui c'est vous. Encore une fois, ce qui était intéressant, c'est de voir que cet état d'esprit, on va dire, parce que quand on a commencé Massilia, Moussuet les Jouvin, tout ça, on est dans un état d'esprit où on reconnaît Marseille comme un endroit multiculturel, un endroit de mélange. Et c'est intéressant, c'est de faire voir que cet état d'esprit, cette ouverture au monde, il n'est pas l'apanage finalement de gens de notre génération. C'était déjà présent dans ce que faisaient les créateurs marseillais dans ces années-là. Donc ça aussi, c'est pour montrer que c'est une espèce de continuité, que quelque part on est porté par le génie de notre endroit, le génie de Marseille, le génie de la région, on va dire, qui est directement lié à son statut portuaire, d'entrée et de sortie vers le monde. Et voilà, eux, ils étaient pareils. Je suis un petit peu, intrigué par vos pseudos. D'où ça vient, Blue ? Il faudrait faire une émission pour ça. Ouais. Blue, c'est facile. Ça me permet de faire une dédicace à notre ami Lux qui nous a quittés il y a 10 ans et dont on a fait un bel hommage la semaine dernière, puisque c'est lui qui m'a trouvé ce surnom et qui est venu simplement quand je suis rentré dans Massilia Sound System. J'avais quand même un gros répertoire à travailler avant de monter sur scène avec eux, donc je m'enfermais tout seul dans mon local et où je travaillais donc le répertoire. Et un jour, Lux ouvre la porte et rentre dans le local. Et là, je plaque une espèce d'accord qui lui a fait penser à Blue Hotel, la chanson de Chris Isaak. Blue Hotel. Et il m'a appelé Blue Hotel pendant longtemps. On m'a appelé Blue Hotel. Et ça s'est contracté. Ça s'est contracté en Blue. Voilà. Ouais. Et Moussuet, alors finalement, Tatou, Moussuet. Tatou, c'est mon nom de bébé. Ok. Hein, quand j'étais petit, j'étais élevé en partie en Gascogne, où les gens m'appelaient François. Mon prénom, c'est Choua, c'est François. Et j'étais élevé avec une petite fille qui n'arrivait pas à le prononcer, donc il m'appelait Tatou. Et toute ma famille a commencé à m'appeler Tatou, ce qui fait que voilà. Et alors comment ça s'est transformé en c'est drôle parce que quand j'étais ado, je voulais plus du tout qu'on m'appelle Tatou, je trouvais que ça faisait minot. Et puis quand j'ai commencé à être un peu dans ce milieu du sound system où c'était un peu on va dire une tradition de se filer des surnoms, finalement il est remonté à la surface comme ça, donc c'est assez marrant. Et puis il est même réduit à la portion congrue puisque il est devenu un T. Ouais. Voilà, donc Moussuet comme
c'était comme tatou, quoi. Ouais, et moussu, du coup. Et moussu, ça veut dire monsieur en provincial. D'accord. C'est Mr. T, Mr. T, c'est ouais. Mr. T, voilà. Puis c'était aussi pour ancrer cette espèce de jeu sur les générations. Moussuter les Jouvins, c'est-à-dire les Jouvins, c'est les ados, les jeunes. Ouais. Ils sont beaux. Et encore, c'est un des plus jeunes que j'ai amené. Et Moussu, le monsieur, quoi, le mec un peu déjà en place, quoi, tu vois, c'est une espèce de... Voilà, donc ça aussi, ça faisait cette espèce de truc un peu drôle, intergénérationnel. Avec l'eau moussu, l'eau papé. Dans Massilia. Oui, le papé qui bizarrement d'ailleurs est plus jeune que moi, donc c'est assez drôle qu'on l'appelle le papé, mais parce qu'il a un côté papé, quoi. Il a un côté même Père Noël un peu voilà. On l'avait reçu ici. Il y a aussi une culture dans le sud où on a quand même pour habitude de donner des surnoms aux gens, comme si le baptême était quelque chose de banni, tu vois. Donc du coup, je sais pas si c'est inconscient ou conscient, mais tu vois là, oh blond, oh brun, oh gros, tu vois, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est juste que c'est même affectif, je pense. Bien de sûr. donner un surnom, ça donne une espèce de proximité, un peu d'intimité supplémentaire à la personne, un ami, tu vas lui donner un surnom parce que je t'appelle pas comme tout le monde t'appelle, moi je te connais un peu mieux, quoi, tu vois, donc voilà, il y a ce truc-là, donc c'est assez naturel, on n'a pas non plus, on ne s'est pas dit tiens allez, on va se filer des surnoms parce que c'est bien, ça vient naturellement. Ouais. Et moi j'aime bien toujours l'origine des pseudos parce que il y a toujours des histoires vraiment très sympathiques. Alors, comme souvent, quand c'est blond, si on m'appelait blond, ce serait plus simple. Moi, je suis pas blond, mais non, là effectivement, ça demande un peu d'histoire pour les nôtres. C'est quoi votre expression marseillaise préférée? Moi, je dirais mon vieil parce que c'est celle que j'utilise le plus souvent. Mais... Je sais pas, un crâne dégueu. Voilà. Je sais pas celle que je préfère, c'est pour en dire une autre, hein, mais mon vieil, c'est pas mal quand même. Merci beaucoup, Tatou et Blue, d'avoir fait cette interview. Je rappelle, l'album, c'est Opérette Volume 2. Vous serez en showcase le 16 novembre au bar Le Massilia. Et en concert le 1er décembre au Portail Coucou à Salon. Et le 14 décembre à Alors là, est-ce que je vais le dire bien? Lustau. Ah, là, tu vois, là, c'est l'échec. Lustau do País Marseillais. Ouais. Pas mal. Tu vois, voilà, je me suis rattrapé sur la fin. Merci beaucoup, les gars. Merci. Et puis, si ça vous va, on va se quitter en musique. Allez, chiche, on en fait un. Allez. Ça te va, ça m'allait, je suis obligé de faire. Tu y vas? Vas-y. Au music hall, c'est une mode pas banale. On n'entend plus que les chansons du midi. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français à présent parlent marseillais. Ça, c'est bien. Hein. Vous voyez une femme aux cheveux rouquins. Vous dites sont-ils vrais? Non. Ou bien sont-ils têtes? Oui. Eh bien, tité, ça c'est marseillais. Le soir aussitôt, le repas fini. Ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et l'aïoli, ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. Tenez, Notre-Dame sera Notre-Dame de la Garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur malin n'a plus d'ours malade, non. Il a des oursins. Et les oursins, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Il n'y a plus de galets blancs, il n'y a que des galéjades. Voilà. Galéjades. Ça c'est marseillais. Ouais. Au restaurant, vous mangez une sardine. Et comme viande, des morceaux de porc bien gras. Une heure après, vous faites une drôle de mine. Car la sardine et le porc ne descendent pas. Et vous pensez coquin de sorte, c'est cette sardine qui bouche le porc. Vous achetez des pommes chez votre fruitière. Ouais. Un voisin vous dit: oh, elles sont un peu chères. Hein. eh bien, peu cher, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas, je les paie 10 sous pièce. Par ici à hausse, mais au bout, il y a baisse. Et puis il y a baisse. Ça c'est marseillais. Les Marseillais revendiquent, c'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis. Rouget de Lille et Tété Rouget de Marseille. Quant à Pasteur, c'est l'inventeur du pastis. Et l'Ave Maria, quelle astuce, on appelle ça l'Ave Marius. Même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie. Oh, oui. Je vous jure que la sang, eh bien la sang,
Ça c'est Marseillais. Pour que ça aille bien mieux, il n'y a qu'une solution. Faut que le Führer nous le secouillons. Eh, secouillons. Ça c'est Marseillais. 3. Alors. 3 Anderson. Pamela maintenant. Oui, il y a Pamela, mais elle joue pas sur le terrain. Attends, elle joue pas sur le terrain. Non, on a eu le Brésilien là. Elle joue au ballon quand même. Ah oui, Sonny, c'est pas fameux. Et on a Gunnar. Ah non, Sonny Anderson, c'était fou quoi. Mais pas comparé à Gunnar Anderson, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas été une légende. Le grand buteur de l'OM. Sonny Anderson, ça a été un joueur. Mais il est parti à Lyon. Il est parti à Lyon, je crois. Qui a une belle histoire, Gunnar Anderson. Il est mort dans la misère alcoolique et tout ça. C'est une très belle histoire.